Ça veut dire quoi choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez Les Équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie 2 fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Quelle bouffée d'air frais cet épisode. J'ai pris un immense plaisir à échanger avec Claire Fleury, podcasteuse, mère, grand-mère, femme, qui nous embarque dans son histoire d'équilibriste du haut de ses 72 ans. Et je dis du haut volontairement parce que c'est à une grande prise de recul que Claire nous invite. Avec beaucoup de générosité, beaucoup de curiosité et sans jamais donner de leçons, Claire nous livre son histoire entre études à HEC, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, du moins pas pour les jeunes femmes, l'éducation de 4 enfants, ses engagements associatifs, sa vie de couple, ses moments avec ses amis. Claire, je l'ai rencontrée sur LinkedIn où elle prend la parole sur son sujet de prédilection, l'emploi des femmes après 50 ans. J'aime ces prises de parole documentées, engagées, qui posent des questions intelligentes. Et j'ai eu envie de l'entendre, elle, à la fois sur son histoire et sur son podcast. Ceci est donc le premier épisode et vous l'entendrez dans un deuxième nous parler de sa démarche avec PLAF, son podcast. Avec Claire, nous avons beaucoup parlé de choix, de son regard sur nos vies de parents en 2023. Et spoiler, oui, elle trouve que c'est plus dur qu'à l'époque où elle travaillait et élevait ses propres enfants. Elle nous parle de la manière dont elle mettait des limites au temps avec les enfants, en douceur et fermeté à la fois. J'adore l'expression qu'elle utilisait, vous l'entendrez. Elle nous parle de la façon dont elle a continué à avoir une vie en dehors du temps qu'elle a donné aux autres et de ce qui compte quand on a le recul des années. Prenez votre boisson chaude préférée et savourez ce que Claire a à partager. Ça fait un bien fou. Bonjour Claire. Oui, bonjour Sandra. Bienvenue dans Les Équilibristes, c'est un grand plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux nous présenter Claire, petite fille de 7 ans tu baignais dans quel message, dans quel environnement tu as grandi et de quoi tu rêvais à cet âge-là ? Alors, 7 ans. À vrai dire, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Déjà, il faut que je te dise que je suis née en 1951. Donc ça nous remonte dans les années 60. Comme souvenir, j'ai que j'habitais dans une école maternelle parce que maman était directrice d'école. Donc, j'ai toujours habité dans une école. Donc, quand je faisais mes devoirs, je regardais la cour d'école et puis surtout, j'attendais qu'elle rentre à 4h30. C'était l'école où toi, tu étais élève aussi ? Ah non, c'était pas d'accord. l'école où j'étais élève parce que c'était elle était directrice d'une maternelle. Non, Ah oui. Alors du coup, à 7 ans, j'étais plus élève dans cette école-là. D'accord. Donc en fait, j'ai baigné dans un environnement scolaire, on pourrait dire. Ouais. J'avais 2 sœurs. Et puis, je suis pas une enfance vraiment. Quand tu m'as posé cette question-là, je me suis dit, j'ai pas eu une enfance très très heureuse parce que mes parents se disputaient beaucoup. Et donc en fait, 7 ans, je me souviens pas vraiment. Et puis après de mon adolescence, ce dont je me souviens, c'est que j'avais surtout envie de partir, de partir le plus vite possible. Ah ouais. Mais par contre, maman, elle était directrice d'école, mon père était directeur de banque, donc c'était une ambiance très studieuse. Ouais. Alors, est-ce que c'est plus une ambiance studieuse qu'aujourd'hui ? Certainement, parce que comme ressource pour pas s'ennuyer, on avait surtout les livres. Et ça, le souvenir que j'ai un peu plus tard quand même, à l'adolescence, c'était surtout de me dire, je vais lire et étudier, et puis après, je m'en irai. Ouais, d'accord. Donc, t'aimais ça. Donc, une enfance très, dans les livres, très le mot studieux, il est beaucoup revenu, quoi. Oui, studieuse, mais studieuse, pas contrainte.
C'était un plaisir, en fait. C'est une manière de s'échapper. Alors aujourd'hui, c'est vrai, quelquefois, ça me surprend de pas retrouver chez mes petits-enfants, par exemple, le plaisir que j'ai pu avoir, moi, à étudier. Ouais. C'était pas contraint, c'était naturel. C'était aussi une manière de s'échapper du quotidien, en fait, hein, et de penser qu'il y aura un autre avenir. Ouais. Et justement, après, tu dis t'échapper, aller partir faire des études. Qu'est-ce que tu as fait comme études? C'était quoi? Alors, j'ai fait comme étude une école, ça va te faire rire, une école donc était HEC à l'époque. Donc, je suis partie de chez moi, je n'avais que 17 ans. C'est pour te dire comme j'avais hâte de partir. Donc, je suis allée en classe préparatoire. Et puis, donc, j'ai préparé HEC, mais HEC en 1969, c'était une école qui n'était pas mixte. J'attends que tu réagisses parce que c'est tellement extraordinaire. Ah bon? Non, l'école n'était pas mixte. Elle n'est devenue mixte qu'en 1974, je crois. Donc, en fait, en 69, quand je l'ai intégrée, c'était une école où il n'y avait que des filles. Et l'école de garçons, qui était déjà jouée en Josas, elle était entièrement, enfin, il n'y avait pas de filles. Et il fallait pas mélanger les torchons et les serviettes, je dirais, parce que nous, on était considérés comme une école de secrétaires améliorée. Et par rapport aux garçons, bon, ça commençait à évoluer, mais quand même, c'était alors que, si tu veux, au niveau intellectuel, le niveau des filles, franchement, il y avait des filles formidables dans cette école. Mais, c'était très différent. On n'avait sûrement pas le droit à la dénomination d'HEC. Ça préparait, donc tu dis, à secrétaire un peu amélioré, comme tu dis, mais pas du tout, parce qu'il y a des filles qui sont sorties experts comptables, responsables de marketing, directrices d'hôpital, enfin mes copines, tout ça. Non, pas du tout. Au niveau des carrières, pas du tout. Mais c'est au niveau du regard que portait l'école HEC où il y avait que des garçons sur nous. Mais en réalité, au niveau intellectuel et carrière, elles ont fait elles ont fait des carrières tout aussi brillantes. Mais au départ, il y avait un préjugé sur elles. Et ça s'appelait HEC ou ça s'appelait autrement? Ah non, ça s'appelait HEC-JF pour bien nous distinguer. HEC jeune fille, jeune femme, jeune fille. Oui. Du coup, alors l'école, on était une centaine de filles. J'en ai très bons souvenirs, hein, parce que en réalité, on avait 20 ans, c'était bien agréable aussi, hein. Mais c'est pour expliquer le contexte de l'époque qui paraît aujourd'hui impensable. Ouais, c'est certain. C'est certain. Et alors toi, ça a été quoi le début de ta carrière? Alors après, donc moi quand j'ai réfléchi, je trouve que j'étais assez respectueuse. Je peux pas dire que c'est un problème de génération parce que donc on était 3 à la maison. J'avais une de mes sœurs qui était très révoltée, mais moi j'étais la plus jeune et je faisais à peu près ce qu'on me disait. J'étais plus respectueuse. Donc en fait, le choix de l'école, c'était mon père qui l'avait imposé. Le choix la carrière aussi. Donc en fait, après, j'ai fait une carrière dans une banque. Alors c'était plus agréable qu'aujourd'hui parce qu'on changeait de métier. Et puis on y reviendra. On travaillait moins qu'aujourd'hui et on changeait de métier. Tu vois, on pouvait dire tiens, aujourd'hui je fais de la finance. Je faisais de la finance au début. Après j'ai fait de la direction d'agence. On changeait beaucoup de métiers. J'ai fait des ressources humaines. C'était plus agréable, moins spécialisé, comme c'était moins. D'accord. Je dirais aujourd'hui, si tu travailles sur un produit financier, faut que tu sois spécialisé et puis t'en sors pas. Mais à l'époque, on disait il y a un poste à la DRH, tu pourrais y aller. Enfin, c'était beaucoup plus souple en fait. Voilà, donc. Et il y avait beaucoup de femmes? Il y avait beaucoup de femmes cadres, tu veux dire, en cadre, tu veux dire. La profession bancaire est féminisée, alors en femme cadre. Écoute, ça c'est une réflexion que je me suis jamais faite de me dire c'était plus compliqué pour moi parce que j'étais une femme. Non, je me suis pas fait cette réflexion à ce moment-là. Okay. Non, c'est une profession qui était pas
je pense pas que c'était c'est une profession où il y avait beaucoup de femmes, en fait. Et pas, je trouve pas qu'il y avait plus de difficultés quand on était une D'accord. femme. Et donc, tu commences cette carrière dans la banque. Tu apprécies, Oui. tu aimes ça? Ouais. Oh, est-ce que j'ai aimé ça? Pas vraiment. Je dirais que j'ai plutôt fixé ma vie sur d'autres objectifs. Bon, j'ai eu D'accord. 4 enfants, alors du coup ça quand même ça m'a occupée là dans cette période-là. J'avais de très bons amis à la banque, donc c'était bien agréable. Euh, bon, j'ai pas toutes ces années-là, c'était pas des années où j'étais focalisée sur ma carrière. Hum. Et en fait, j'ai arrêté rapidement parce qu'il nous est arrivé quelque chose d'assez dramatique dans ma famille. Donc, en fait, je n'ai travaillé professionnellement que jusqu'à 48 ans. Parce que j'ai été obligée de prendre en charge des enfants de ma sœur qui étaient décédés. Donc, en fait, il commençait déjà à y avoir des restructurations dans le secteur bancaire. Et on pouvait partir avec des avantages intéressants. Donc, comme ma situation familiale était assez compliquée, je suis partie. Ouais. Et donc, en fait, quand tu m'interroges, la partie professionnelle de ma vie n'est pas prépondérante. Voilà. Ouais. Eh ben, parle-nous de ça. Donc l'arrivée de tes enfants, t'en as eu 4. Tu disais, plus il y a eu après les enfants de ta sœur. Oui. À quel moment ils sont arrivés, tes enfants? Ben, écoute, j'ai commencé à travailler tôt quand même. J'ai commencé à travailler peut-être à 21 ans, 22 ans. Et puis, j'ai eu ma première fille, j'avais 28 ans. Et puis, comme ils sont 4, en fait, le dernier, je l'ai eu à 40 ans. Alors, donc, ils ont 12 ans d'écart. Et puis, qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? Et puis, donc, mes neveux, je me suis surtout occupée d'une nièce qui avait 13 ans, et puis, ben voilà. Et c'est vrai que ça a quand même été plutôt, tu me posais aussi comme question, quels ont été tes choix? Alors, est-ce que c'est des choix qui m'ont été imposés? Ben, pour ceux de mes enfants, pas vraiment. Pour ceux de ma nièce, sûrement. Et puis, pour mes enfants, je l'ai pas ressenti de cette manière-là. Maintenant, avec le recul, évidemment, je me dis, bon, ben, c'est des choix qui existent encore, manifestement tellement encore aujourd'hui, qui consistent à se dire, ben, on sera pas deux à faire carrière, donc moi, je veux bien m'occuper d'enfants, ça me plaisait de toute façon de m'occuper d'enfants, ça me plaisait. Et donc, je l'ai pas ressenti comme un renoncement ni comme une frustration, mais bien évidemment, quand j'y réfléchis, je me dis bon, j'avais quand même fait HEC, j'aurais peut-être pu avoir une carrière plus importante. Mais tu vois, dans toutes les questions que tes interlocutrices se posent, ça m'interroge aussi parce que on peut aussi se dire que on n'a pas fait une carrière exceptionnelle et ça a été quand même. J'ai eu beaucoup d'autres sources de satisfaction, y compris au bénévolat, tu vois. Et oui. Alors ça, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu parce que tu disais justement tout à l'heure, finalement, mon travail n'a jamais été un point focal, quoi, de la vie. Non, pas vraiment. Alors sur le moment, j'en sais rien, mais sur le moment, je me souviens pas trop, mais c'est plutôt en termes de bilan d'aujourd'hui. Moi, j'en retiens que je m'amusais beaucoup avec mes amis là, que l'ambiance était bonne, que j'échangeais souvent, donc il y avait quand même beaucoup de possibilités de pas s'ennuyer, si tu veux, de se dire bah tiens, je vais prendre un nouveau poste, ça va être intéressant, des nouveaux collègues. Mais j'ai pas du tout le souvenir d'avoir une perspective de me dire bah il faut que je gravisse des échelons, pas du tout. Mais je pense que ça tient un petit peu à moi.
parce que c'était pas, non, c'est pas généralisé, ça tient à ma personnalité. Je trouve que non, c'est pas enfin, je cherchais pas de reconnaissance professionnelle. Ça m'était un peu indifférent. Et t'as dit quelque chose qui m'a interpellée, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Tu disais on travaillait moins. Alors, on travaillait moins, alors ça, oui. Enfin, pas 100 fois moins, bien sûr, mais à 100%, on travaillait moins. La pression professionnelle, alors, était moins importante. Et ça, alors, j'ai réfléchi par rapport à ce que tu vas me demander. Est-ce que c'était général ou est-ce que c'était moi? Alors, je pense, de toute façon, moi, c'est sûr que je sais résister à la pression, mais en plus, je pense que c'était général. Il faut quand même se rendre compte d'un monde professionnel sans Internet, sans qu'on vous dérange en permanence, avec des objectifs de productivité personnelle qui n'ont rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui. Tu sais, c'était la période où les banques avaient beaucoup embauché, donc c'est tout. Il y avait assez de monde pour faire le travail. C'est tout nouveau l'histoire que on supprime des postes en permanence on supprime des postes en permanence pour que l'activité soit plus rentable. Mais ça, moi, au début, alors je t'ai dit, j'ai travaillé que jusqu'à 48 ans, mais je ne me souviens pas du tout de pression de me dire je rentre à 21h chez moi, pas du tout. Alors, c'est moi, parce que mon mari, c'est pas son cas. Mon mari, lui, il a travaillé énormément. Bon, donc en fait, là, je suis un petit peu partagée pour te répondre. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je me suis épargnée de ce point de vue-là. J'ai pas du tout le souvenir d'être sous pression. Et tu vois, par rapport à mes filles, je trouve qu'elles sont surchargées de travail. Sont tout le temps surchargées de travail. Et c'est un souci permanent de pas se faire déborder. Alors mes filles, mes filleules, mes nièces, c'est sûr, je les vois, elles passent leur temps à se poser la question comment est-ce que je vais arbitrer dans tout ce que j'ai à faire. Et moi, j'ai pas du tout ce souvenir-là. Alors peut-être que je m'en souviens pas, mais en tout cas, je l'ai pas comme souvenir. Ouais. Et justement, quel regard tu portes sur ce désir d'équilibre? Alors, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais quand même, quel est tu vois, ce désir d'équilibre dont on parle si librement aujourd'hui, cette idée qu'on a envie d'avoir un peu tout dans sa vie, est-ce que c'est une idée qui te semble nouvelle ou est-ce que c'est juste on en parle différemment aujourd'hui? Parce que je trouve, de toute façon, ce que je trouve, c'est que la pression professionnelle s'est accentuée. Et puis la pression vis les enfants, je sais pas comment te dire ça, mais je crois que c'est un avis qui est partagé par l'ensemble de mes copines et moi. C'est qu'on trouve que les enfants sont plus exigeants que les nôtres. Alors c'est pareil, peut-être qu'on s'en souvient pas, mais en tout cas, j'ai le sentiment que la pression pour que les enfants soient parfaits, et multiples activités, était moins lourde. Tu vois, moi, j'ai eu 4 enfants, bien entendu, je me souviens très bien d'avoir du mal, d'avoir aussi des difficultés, mais les enfants sont plus exigeants vis-à-vis de leurs parents qu'ils ne l'étaient. Sur quel domaine, sur quel aspect? C'est ce terme d'exigence qui m'intéresse. Je te donne un exemple. Par exemple, nous, on pouvait avoir des repas avec nos amis, avec des enfants, sans avoir des enfants qui sans arrêt viennent intervenir dans la conversation. C'est un exemple, je te donne. Mais moi, j'ai pas du tout ce souvenir-là. Ça te fait rire? Ah oui, je pense que ça va parler à tous les gens qui nous écoutent. Ouais. Ah bah oui. Nous, et puis avec pas du tout ça. Alors, si tu veux, aujourd'hui, on observe ça. C'est comme ça. Moi, je dis. Mais par exemple, les enfants,
quand on leur disait, bon, maintenant ça suffit, c'est plus le moment de vous occuper c'est plus le moment que je m'occupe de vous, en fait, non, c'était terminé. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est sans fin. La pression des enfants, alors ça c'est la deuxième chose. Donc la pression professionnelle, rien à voir. La pression des enfants, rien à voir non plus. Et puis il y a une troisième chose qui est quand même un changement fondamental, qui est quand même que il y a beaucoup de couples séparés et ça aggrave beaucoup la situation des pères et des mères d'ailleurs, s'ils sont en garde partagée. Donc tu vois, ça fait trois domaines où les conditions ont terriblement changé. Mais celui des enfants, il est important aussi. Ouais, il est important. Et tu vois, on a souvent eu cette conversation avec mes copines. Je pense à une amie en particulier dont les beaux-parents lui disaient toujours « Ah, mais votre génération, vous faites que vous plaindre de justement de ces trucs d'équilibre et tout. Nous aussi, on a élevé des enfants en travaillant. Oui. Et nous, on se dit « c'était plus dur. Ça nous semble plus dur aujourd'hui que ça ne l'était. » Tu partages ce constat-là? Oui, absolument. Moi, je dis ça, j'ai des fêtes, c'est une réflexion que je me fais tout le temps parce que quand je vois, je me dis, on n'arrive pas à les coucher, alors du coup, je me pose comme question, mais comment j'ai fait moi? Et quelquefois, je me dis, c'est parce que tu te souviens pas, t'as oublié. Mais en même temps, non, c'est pas tout à fait vrai parce que par exemple, quand on partait en vacances, bon, j'avais peut-être 2 enfants déjà. Et je disais toujours à une copine, tiens, j'emmène les tiens. Donc, faut croire que j'étais pas débordée, parce que si j'avais été débordée, je m'en serais pas rajouté un ou deux. Mais non, je t'assure, je pense que, en fait, alors, est-ce que j'étais plus expéditive? Sûrement. Je pense que j'étais quand même plus expéditive. Oui, ça c'est sûr. Mais aussi, c'est les enfants, je fais aucun reproche, moi, je dis pas, je dis pas c'était mieux avant. Je t'explique la vie, tu me demandes comment je l'ai vécu. Mais j'ai pas du tout, et pourtant j'ai eu 4 enfants, j'ai pas eu le sentiment que j'étais noyée avec la pression des enfants. Il y avait peut-être moins de place pour la négociation, qui est quand même, j'ai l'impression, une composante importante de la vie des parents aujourd'hui. Et puis, tu vois, ça me fait penser la culpabilité qui est quand même le mal du siècle, en particulier des mères de notre génération. C'était quelque chose que tu ressentais, toi, tu vois. Tu dis t'es expéditive, mais pas du tout. Voilà, c'était comme ça. Ouais. Pas du tout. Mais alors là, je reviens, puisque tu m'avais quand même demandé sur mes parents, je reviens à l'éducation que j'ai eue. J'avais une mère qui m'a pas du tout rendue coupable. Non. Et même, je me sentais pas coupable. Non, je faisais bien, j'avais l'impression quand même que je le faisais bien. Je ne te dis pas que je m'occupais pas de mes enfants. Je m'en suis beaucoup occupée. Non, je m'en suis beaucoup occupée, mais je me souviens par exemple d'une phrase où je disais, maintenant la boutique est fermée. Je leur disais ça. C'était petit, je disais, la boutique est fermée. Donc maintenant, la boutique est fermée. C'est fini. Je me suis bien occupée de vous. Maintenant, c'est fini. Or ça, tu vois, j'ai l'impression, à observer ce que je peux observer, que, en fait, ça, c'est pas possible d'obtenir que de fermer la boutique en disant, je me suis bien occupée de toi. Bon, maintenant, c'est terminé. Donc, tu vas dans ta chambre, tu dors pas. T'es pas obligé de dormir, mais au moins, pour l'instant, moi, c'est plus ton moment. Moi, j'ai aussi besoin d'un moment. Ouais. Mais tu dis 2 choses qui me semblent hyper importantes. Tu dis, j'avais l'impression de faire du bon travail, et j'entends bien, c'est pas de l'autocongratulation pompeuse, c'est vraiment juste, tu partais du principe que tu faisais bien, et je crois que dans ma génération, beaucoup partent du principe qu'elles font mal, en particulier les mères, tu vois, que par défaut c'est pas assez, ou qu'elles donnent pas assez, qu'elles font pas assez. Et l'autre chose, c'est ça, c'est se fermer boutique, c'est comment tu le dis avec énormément de simplicité, parce que dans le fond c'est très simple, c'est juste que voilà, il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour les parents, il y a un temps pour maman toute seule, et puis c'est comme ça en fait. J'aime bien la simplicité avec laquelle tu évoques ça. Tu pourrais me demander ce que eux en pensent. Oui, c'est ce que je me dis, il faudrait presque les avoir au micro. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont entre 30 et 43 ans, donc tu pourrais leur demander ce qu'ils en pensent. On fera ça, on fera.
Non, mais je crois pas qu'ils disent qu'ils ont été délaissés. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Et puis tu sais, là, enfin bon, là, c'est à toi que je vais dire ça, mais c'est vrai que les enfants ont besoin d'avoir des De limites. limite. Ça, c'est Ouais. clair. Et que Ouais. c'est souvent le manque de limites. Je te donne un exemple. Quand je vois qu'on n'arrive pas à les coucher et qu'ils sont épuisés et que donc ils gâchent la vie de leurs parents et le lendemain ils sont épuisés, ben Mm. je peux pas m'empêcher de penser que s'ils avaient mieux dormi, la vie de tout le monde serait meilleure, y compris la leur. Voilà. Ouais, y compris la leur. Mais T'as raison. tu sais, je voudrais pas que tu crois que je veux donner c'est pas du tout des conseils. Ah non, C'est un t'inquiète fait pas. comme ça. Oui, oui. C'est différent. Alors, personnellement, je pense que là, le problème des séparations est quand même aussi lourd Ouais. parce que les mamans qui sont séparées, c'est plus compliqué au moment où tu les récupères de fixer des limites. C'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, je crois que ça joue beaucoup. T'as raison. Et c'est quand même des cas, t'as une famille sur deux qui vit séparée quand même. Ouais. Donc ça, c'est un gros facteur qui fait la différence aussi. Mm. Et puis le climat général. Le climat général, c'est comme ça. Mm. Et alors justement, le couple dans tout ça, Alors moi, alors des fois je me dis quel dinosaure. Donc moi, je suis mariée depuis 45 ans. Je suis mariée depuis 45 ans. Alors, je veux dire aussi la place du couple en fait. Hein. Je sais pas trop quoi te dire. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un couple qui fonctionnait bien. On était d'accord. On était d'accord sur les enfants, on était d'accord sur les choix principaux. On a été solidaires. Alors, je te dis pas qu'il y a jamais eu de problème entre nous, bien entendu. Mais on était d'accord sur nos valeurs, nos choix de vie. Et donc ça, c'était important. Une équipe, j'entends, dans ce que tu dis. Équipe, oui. Ouais. Exactement. Ouais. Bon, ça, il y a eu c'est pas tout à fait linéaire comme je te le raconte là. Mais on s'imagine en 45 ans. Non. Ouais. Mais quand même aujourd'hui. Ouais, même aujourd'hui, c'est encore le cas. En fait, on avait le sentiment de pouvoir compter l'un sur l'autre. On peut compter l'un sur l'autre. On y reviendra dans la deuxième partie de cet épisode. Je fais un teaser parce que tu t'es lancé dans un projet dans lequel il te soutient. Oui, il est impliqué. Absolument. Bon, on en dira pas plus, on dira dans la deuxième partie de l'épisode. Mais Claire, t'es une jeune grand-mère et avec des petits-enfants qui ont des âges très variés. Comment t'as endossé ce rôle en plus parmi tous ceux que tu... Alors, jeune grand-mère, pas tant que ça, parce que ma petite fille la plus vieille, elle vient d'avoir 18 ans. Donc, je suis pas tellement jeune grand-mère. T'as été grand-mère jeune plutôt, pardon. Oui, j'ai mal formé. Grand-mère assez jeune. Alors, comment je l'ai vécu? Super, bien sûr, vraiment super. Mais je pense que ce que je voudrais aussi dire là-dessus, c'est dire que c'était pas mon genre de centrer ma vie entière sur mes petits-enfants. Donc ça, je trouve que c'est peut-être important à dire parce que il y a quand même des grands-mères qui focalisent entièrement à 100% sur leurs petits-enfants. Alors ça, je trouve que ça pose quand même des problèmes. Ça pose des problèmes parce que finalement, le temps où les petits-enfants ont besoin de leurs grands-parents, c'est pas à plein temps, mais oui, de manière privilégiée. Ça dure pas trop longtemps. En fait, ils deviennent assez vite adolescents, donc ils ont quand même plus besoin qu'on aille les chercher au collège. Donc ça dure pas trop longtemps. Donc ça, c'est une chose importante à dire. Enfin, moi, je voulais pas me focaliser entièrement sur eux. Ils peuvent aussi aller habiter à l'étranger et puis on les a plus à côté de soi. Donc en fait, ça, je trouve que c'est un danger. Puis bon, donc en fait, j'ai été très très heureuse et puis je le suis encore
de m'occuper de mes petits-enfants. Je crois que je m'en suis quand même occupée bien. Ah bah, encore une fois, je m'occupe bien. Pas l'autosatisfaction. Non, mais je m'en suis occupée. Franchement, j'ai pas de regrets et je m'en occupe encore. Mais je pense que c'est pareil, c'est important de garder son domaine à soi. Ouais, son domaine à soi. Ouais. J'ai l'impression que c'était quand même un fil rouge aussi pour toi, toute la vie en fait, d'avoir un domaine à toi, toujours. Mais je crois bien maintenant que tu me le dis. Ouais. Non, j'en suis sûre, bien sûr. Ouais. Oui, je crois que c'est important. Ça ressemble à quoi le domaine à toi quand tes enfants étaient petits et grandissaient par exemple? Il y avait une partie de ta vie qui était vraiment pour toi? J'ai toujours eu mes copines. Mes copines, mes copines, lire, certainement. Non, finalement, c'est plutôt dans ma tête, en fait. Ouais. C'est plutôt dans ma tête que j'ai rien fait d'extraordinaire. Non, j'ai rien fait d'extraordinaire. Ça m'a quand même pris tout ce qu'on vient de raconter. Ça m'a pris du temps. Mais dans ma tête, je me suis toujours dit, il faut continuer à avoir une vie en dehors du temps qu'on donne aux autres. Ouais. Et je voudrais parler, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu l'as évoqué. Il y a un domaine de vie dont on parle peu dans les questions d'équilibre, mais qui est important, c'est l'associatif, la communauté. Tu en as parlé tout à l'heure. Quelle place tu lui as accordée? Là, j'ai accordé une grande place parce que, comme je t'ai dit, là, j'étais obligée d'arrêter de travailler, que j'avais 48 ans. Donc, en fait, je me suis quand même trouvée là à me dire, oula. Alors, j'avais effectivement des tâches familiales, mais bon, alors, effectivement, là, j'en reviens à expliquer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'ai fait beaucoup d'activités associatives. J'ai accompagné des lycéens qui étaient dans un lycée de banlieue. Ça, c'était bien. J'ai fait quoi? J'ai fait écrivain public. Alors là, dans une association qui est à Clichy. Là, on recevait beaucoup de personnes illettrées, on leur faisait leurs papiers. Ça, j'ai fait. Et puis, j'ai fait de l'accompagnement de chercheurs d'emploi pendant une dizaine d'années. Ah oui, alors donc ça, c'est intéressant parce que finalement, je cherchais ce que je faisais une fois que comment je m'occupais, j'avais mon domaine particulier. Voilà, j'ai fait beaucoup de bénévolat. C'est important le bénévolat parce que pour moi, c'était une manière de sortir de mon environnement très proche. En fait, si par exemple quand je faisais écrivain public, en fait, tu te rends compte t'as quelqu'un en face de toi qui te raconte son histoire, tu te rends compte qu'on peut vivre, oui, avec 900 € par mois. Et alors, d'un seul coup, tu es déplacé en dehors de ton milieu. Alors, c'est ça que je cherchais là dans le bénévolat. On peut vivre autrement. Et puis, quand j'ai fait l'accompagnement de lycéens, tu as quand même le sentiment d'être utile et d'apporter quelque chose et de rendre une partie de tout ce dont toi tu as bénéficié. Donc ça, par rapport à ma période professionnelle où vraiment là de ce point de vue, j'avais pas vraiment trouvé ma voie là-dedans. Là, la partie bénévolat, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est une manière quand même de s'intéresser à tout un monde qui est pas le tien en fait, qui est pas le mien. Donc ça m'a beaucoup plu. Ouais, l'ouverture. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent et qui sont en plein dans ces années de tiraillement entre ce qu'on attend d'elles au travail, ce qu'on attend d'elles à la maison? Quels conseils tu pourrais leur donner pour se ficher un peu plus la paix? Oui, ce qui m'a frappé là dans ce que tu as dit, c'est la culpabilité là qu'on ressent beaucoup. Ça m'a beaucoup frappé. Alors, je crois pas que ça soit très utile de dire
ça sert à rien de dire, oh, vous vous sentez pas coupable. Non, Ouais. ça sert à rien de le dire, mais c'est quand même, c'est ça qui me frappe. Ouais. Et qui me, que j'avais envie de dire, c'était de dire, en fait, ça dure pas si longtemps que ça. Ouais. Et donc, en fait, il faut plutôt, j'avais envie de dire que ce qui est important, c'est d'en profiter au mieux, sans se sentir coupable, mais de se dire, mais en fait, cette petite enfance ou même cette adolescence des enfants, c'est absolument formidable. Ben, en fait, il faut en profiter parce que ça arrive assez vite qu'on se retrouve à avoir 50 ans avec des enfants qui grandissent et puis qui partent en fait. Et puis qui mènent leur vie si on l'a bien fait. Donc en fait, ça dure pas. Alors c'était un peu ça le message que je voulais te faire passer Ouais. par rapport à toutes les difficultés que rencontrent les jeunes femmes aujourd'hui. C'est en fait se projeter en disant je vais organiser le mieux possible ma vie aujourd'hui pour en profiter parce que ça durera pas. Et puis en plus, quand ils seront partis, ça sera aussi l'occasion de faire d'autres choses. Tu vois, la vie est pas finie une fois que les enfants sont partis. Tu vois, c'est pas centré uniquement sur ses enfants, mais se dire que faut quand même profiter de ce bon moment-là parce que c'est quand même extraordinaire. Et puis au niveau professionnel, ça je sais pas, je suis pas compétente pour dire ça professionnellement. Ouais. Mais tu me donnes, c'est un sujet aussi dont je voulais parler avec toi, c'est de ce que j'ai pu entendre, cette période aussi où les enfants partent de la maison, c'est aussi un moment charnière où il faut réinventer, retrouver un équilibre aussi. C'était comment pour toi? Oui, alors ça c'est effectivement difficile parce que c'est aussi un moment important. C'est pour ça que pendant sa vie de maman, il faut pas tout centrer sur ses enfants parce que effectivement quand je dis que ça dure pas, faut en profiter mais ça dure pas. Donc ça c'est déjà la première période. La deuxième période, les petits enfants, je le répète aussi. Puis la troisième, qui est celle que je vis actuellement, parce qu'ils ont quand même grandi, mes petits enfants, ça se pose à nouveau le problème. Alors, ce que tu m'as dit là, c'était quoi ta question, excuse-moi? Comment t'as fait toi quand les enfants sont partis? C'était comment? Alors, quand mes enfants sont partis, écoute, j'ai eu beaucoup de choses parce que comme ils avaient 12 ans d'écart, j'ai eu le temps de m'habituer. Parce que les deux aînés, ils ont que 2 ans d'écart, donc ils sont partis assez rapidement. Et puis après, comme j'avais eu un enfant à 40, j'avais eu un dernier fils à 40 ans. Alors là, ça a été la consolation de ses parents parce qu'effectivement, il est resté un peu tout seul avec nous. Il était quand même élevé plus comme un fils unique. Quoique c'était pas un fils unique parce qu'il avait ses frères et sœurs. Mais en fait, j'ai pas vraiment vécu cette difficulté-là parce que si j'avais eu que les 2 premiers, ça aurait été un choc. Mais là, il nous restait ce petit dernier. Donc, et puis quand lui a eu, quand il est parti, quand il avait 20 ans, du coup, j'en avais déjà 60. Donc en fait, c'est plus vieux, tu vois. Et à ce moment-là, je m'étais habituée, je faisais du bénévolat, ça allait bien. En fait, j'ai pas trop ressenti. Par contre, je sais que ça peut être une période difficile. Ouais, mais ce que j'entends et que tu dis, d'ailleurs, c'est à quel point t'as nourri plein de pans de ta vie qui font que c'était pas la grosse déstabilisation quand les enfants sont partis, parce qu'il y avait d'autres choses. Il y avait plein d'autres choses dans ta vie. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Et là, on a parlé des femmes, mais tu vois, ce podcast, ça me tient à cœur que les hommes aussi puissent se dire que les questions d'équilibre des temps de vie, c'est un sujet d'humain, pas uniquement de femmes. T'aurais des messages à leur faire passer à eux dans cette idée que oui, ils peuvent prendre plus de place dans l'espace domestique. Qu'est-ce que... Oui, bien sûr. Moi, tu vois, ce que j'ai à dire là par rapport à ce que tu m'avais demandé, c'est se dire, alors peut-être que c'est une réflexion de personnes âgées, c'est de se dire quand je vais faire le bilan de ma vie, qu'est-ce que je vais retenir. Alors c'est un peu ça, c'est pour les femmes et pour les hommes, et c'est valable, je crois que ça c'est valable vraiment pour les deux. C'est sûr que je pense, enfin en ce qui me concerne, je vais retenir que j'ai élevé 4 enfants et
j'en suis fière. Mais aussi, c'est ça qu'on va retenir à la veille de mourir. Ça va pas être de se dire, ben, j'ai gagné plus que mon collègue, j'ai fini le budget, enfin, ce qu'on m'a demandé au niveau budget, en 2023, ben, j'ai réussi mes objectifs. Je crois quand même, je crois que c'est ça qu'il faudrait se dire aux hommes aussi. Qu'est-ce qui est important? Le jour où on pense que la vie va se terminer, qu'est-ce qu'on aura fait de quoi qu'on va retenir? Ouais. Et bien ça, c'est valable pour les hommes aussi. Parce que je pense pas qu'il y ait un homme qui se dise, oh ben oui, mon patron était super content de moi. Non, mais objectivement. Ouais. Ce jour-là, on se dit, enfin, j'imagine pas qu'on puisse se dire ça. Ou alors certains, mais c'est quand même rare. Ouais. Ce que tu dis là, ça fait écho à une étude. J'ai écouté un podcast il y a pas longtemps qui mentionnait une étude de Harvard qui fait une étude sur sur plusieurs générations pour comprendre qu'est-ce qui fait une vie heureuse, qu'est-ce qui fait une vie, tu vois. Et les regrets en fin de vie, c'était très intéressant. Ils étaient genrés. Il y avait les regrets des hommes qui étaient plutôt de cet ordre-là, de j'ai pas assez nourri mes relations, j'ai pas assez été avec les gens que j'aimais. Et les regrets des femmes, c'était plutôt j'aurais aimé accorder moins d'importance à ce que les autres pensaient de moi. Ah oui, c'est intéressant. C'est fou, hein. Ah oui, c'est intéressant. Mais tu vois quand même que le regret des hommes, donc par rapport à oui, celui-là, et donc ce qu'il y a à dire aux hommes, c'est ça, c'est de bien réfléchir. Qu'est-ce qui fait l'importance dans la vie? Et bien sûr. Non, mais les femmes, alors ça, c'est attacher moins d'importance. Alors là, moi, j'ai été sauvée par maman. Ah ouais? Ah oui, j'ai été sauvée par mon éducation. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle te disait? Eh ben, elle disait qu'il faut pas se culpabiliser. Ça, alors là, elle disait qu'il faut pas se rendre coupable de ce dont on n'est pas coupable. Donc ça, je trouve que c'est intéressant comme réflexion. C'est-à-dire de se dire dans une situation. Alors, faut pas non plus se dire on n'est jamais coupable, c'est pas vrai. Mais se dire en quoi j'ai été responsable. Il y a des événements qui vous arrivent, qui sont manifestement pas de son fait. Après, on fait le mieux qu'on peut. Ouais. Donc elle était pas du tout à nous culpabiliser. Non, pas du tout. Et bon, alors vraiment, il se passe pas de jour sans que je pense à elle en me disant, mais ça a été vraiment extraordinaire de pas. Et puis au niveau de ce que pensent les autres. Alors elle, moi je suis quand même, je suis quand même plus attentive à ce que pensent les autres. Mais alors elle, ça lui était indifférent l'opinion des autres. Alors ça c'est vraiment exceptionnel d'avoir été élevé par quelqu'un comme ça. Parce que quand tu dis ça que c'est une généralité pour les femmes, faut se rendre compte à quel point le poids de l'éducation pèse sur les femmes de ce point de vue-là. Complètement. Faut être ci, faut être ça, faut être jolie, faut être mince, faut être mener toutes ces carrières. Ça c'est très lourd au niveau éducatif, Moi j'ai échappé. Quelle chance. Ouais, quelle chance. Mais c'est drôle parce que tu sais, à force d'échanger avec des gens, j'ai l'impression, c'est totalement empirique ce que je dis là, mais j'ai l'impression que cette autorisation de tracer sa route sans trop se soucier de ce que pensent les autres et de partir du principe qu'on fait bien, cette autorisation là, elle vient de la mer. Et tu vois, j'ai vraiment cette sensation là chez mes invités, vraiment cette impression là. Oui. Absolument. Du coup, ce que je te dis là, ça confirme ce que tu penses. Oui, ça vient de la mère. Alors peut-être du père aussi, au niveau de la confiance. Peut-être du regard du père aussi, au niveau de la confiance, de la confiance qu'il donne à sa fille, en l'occurrence. Oui. Peut-être aussi. Il faudrait que j'en parle. C'est sûr que ça vient de l'éducation. Quoique, moi, il me reste une sœur, j'ai perdu une sœur. Quoique ma sœur, elle a pas autant confiance en elle que moi. Donc, en fait, elle a eu les mêmes parents.
Après, il y a sûrement le rôle, la place dans la fratrie aussi. Oui. J'imagine qu'il joue. Bien sûr. Claire, de quoi, pour terminer ce premier épisode, de quoi t'es fière? Alors, de quoi je suis fière? Je suis fière de mes enfants. Je suis fière, heureusement que tu m'as posé la question, de la relation avec mon mari. Ouais, je suis fière aussi de ça. Et puis, tu vois, avec mes activités bénévoles, je suis fière aussi de pas m'être enfermée dans mon monde, dans mon petit univers. Ouais. Je suis encore très sensible au sujet des inégalités, alors des inégalités femmes-hommes, mais aussi des inégalités sociales. Donc en fait, ça aussi, je suis fière de ça, de pas m'être, si tu veux, enfermée dans un cercle pour lequel j'étais quand même préparée, un cercle favorisé pour dire les choses. Ouais. J'ai toujours eu le souci de me dire, il faut que y a pas que, c'est une illusion de croire que ce que je vis, les autres le partagent. En fait, je trouve que ça c'est important d'avoir toujours le souci de se dire, il y a tellement de gens qui n'ont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes privilèges et qui partent avec des handicaps dans la vie. Donc ça c'est important pour moi de me dire, quand tu me dis je suis fière, ça, je trouve que c'est quelque chose dont je suis fière de me dire, je me suis pas trop laissée enfermer. Ouais. Et c'est d'ailleurs une superbe transition vers l'épisode 2 qui paraîtra la semaine prochaine. On va parler de la manière dont tu fais vivre aussi cet intérêt pour les autres. Alors Claire, je te dis un grand merci pour cette première partie d'épisode et on se retrouve pour la deuxième partie très vite. Merci beaucoup Claire. Merci Sandra, ça m'a fait très plaisir d'évoquer toute cette vie. Moi, ça m'a fait très plaisir de t'entendre. À très vite.